je suis Elisabeth Bonnefançon. Je suis en deuxième année de thèse et à Paris, à Créteil, à Paris 12. Et donc, je travaille sur l'accessibilité numérique et plus particulièrement sur la manière dont les professionnels vont intégrer cette norme au sein des bibliothèques numériques. Donc, c'est des espaces documentaires dans lesquels les usagers viennent interroger et viennent découvrir des contenus. Et la communication d'aujourd'hui, elle porte principalement sur la définition des publics par les professionnels. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'accessibilité numérique, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, l'accessibilité numérique, selon la W3C, qui est un consortium international qui gère l'accessibilité, ça signifie que les sites web et les outils technologiques, ils doivent être conçus et développés de façon à ce que les personnes en situation de handicap puissent les utiliser. Et donc, plus précisément, c'est vraiment qu'ils puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web et donc de facto contribuer au web. Et donc, c'est une norme qui existe depuis 2009 et qui est obligatoire au sein des bibliothèques numériques, enfin, au sein des bibliothèques. Et donc, elle vient compléter en fait l'objectif des bibliothèques qui est un accès à la culture pour tous, puisque l'intérêt d'une bibliothèque, en fait, c'est de développer l'égalité d'accès et la société du savoir. Et depuis toujours, la bibliothèque, elle a pour objectif d'apprendre, d'apprendre et de collaborer en fait avec les usagers et de pouvoir leur apporter un savoir. Donc de là, mon questionnement est venu sur comment est-ce que les professionnels intègrent cette norme, cette nouvelle norme, au sein des outils numériques et notamment comment ils perçoivent les publics. Et donc, j'ai observé et questionné en fait des professionnels au sein d'un développement d'espaces documentaires pour en fait voir un peu comment ils approchent ces publics et comment ils les définissent. Parce que l'accessibilité, elle a pour objectif de réellement répondre à des enjeux sociétaux. Donc, l'enjeu dans la sphère des bibliothèques, c'est d'interroger la place de la recherche documentaire pour les usagers, puisque les professionnels, ils doivent interroger la manière dont les usagers vont prendre en charge l'interface et vont interroger les documents, comment est-ce qu'ils vont les approcher, les utiliser, les réutiliser. Et donc, pour moi, la première approche dans ces cas-là, c'était vraiment de questionner comment les professionnels abordent l'usager, donc comment ils les définissent, comment ils sont perçus, pour bien comprendre leurs besoins et les enjeux auxquels ils sont confrontés quand ils utilisent une interface. Donc, je me suis d'abord posé la question de comment est-ce que la notion de handicap était définie auprès des professionnels des bibliothèques et notamment sur comment est-ce qu'ils approchent les difficultés qu'ils rencontrent, leur motivation. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue que la notion de handicap, elle regroupait tous ces aspects-là dans les définitions des usagers, dans les définitions des professionnels, pardon. Et donc l'intérêt, c'était de comprendre en fait que la notion de handicap est extrêmement vaste et a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, et notamment pas que liés à l'outil, mais vraiment à l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc, le handicap en bibliothèque, il n'est pas défini par la notion de handicap, entre guillemets, il est défini par la notion d'empêchement, il parle véritablement d'empêchement.
Donc, c'est vraiment une notion d'obstacle liée, enfin, une vision d'obstacle physique ou moral. Et donc, ça induit que ce n'est pas la personne en situation de handicap qui, qui développe, enfin, qui va, euh, qui est fautive, entre guillemets, je ne sais pas ce mot, mais qui est fautive d'un usage, enfin, d'une non-accessibilité de l'interface, mais bien que c'est l'outil en lui-même qui a un problème de conception et donc qui empêche l'usager de l'utiliser. Donc, dans la définition des publics, en bibliothèque, on retrouve vraiment cette notion d'empêchement et il y a vraiment une notion de temporalité, enfin, une dimension de temporalité et une dimension de compétence des usagers. Et donc, il y a une dimension contextuelle qui vient s'intégrer dans leur pratique. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai perçu l'accessibilité, comme quelque chose de multifactoriel, et notamment en lien avec la définition des publics. Donc, les publics empêchés ont des multiples facteurs d'empêchement. Et notamment, c'est ce que dit bien Goffman dans Stigmate. Vraiment, il aborde cette question qu'une personne en situation de handicap peut ne pas se sentir en situation de handicap à partir du moment donné où l'environnement dans lequel il se trouve ne l'empêche pas d'utiliser un outil ou de communiquer avec une personne. Donc, j'ai pris le parti pris de m'intéresser à l'accessibilité comme l'accessibilité en bibliothèque comme une unité complexe organisée par une approche communicationnelle des phénomènes sociaux et comme un objet de recherche construit à travers ce terrain de la bibliothèque. Et notamment, c'est la définition de la théorie des composites de Joël Lemarec qui vraiment aborde la bibliothèque comme un espace avec des situations communicationnelles multiples et des approches vraiment pour montrer que vraiment il y a vraiment il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour bien comprendre les enjeux des bibliothèques et notamment les enjeux face au public. Donc, ça m'a permis d'approcher l'accessibilité comme un processus de médiation auprès des publics, puisque l'intérêt de l'accessibilité des interfaces documentaires est de faire venir les publics empêchés, parce que l'intérêt, en fait, enfin, les objectifs de la bibliothèque depuis leur création, c'est de faire venir des publics qui n'ont pas l'habitude de venir. Et donc, l'accessibilité, elle vient bien s'intégrer dans ce processus-là, de faire venir des personnes dites empêchées. Donc, je suis partie du principe que le processus d'accessibilité permettait en fait de répondre à une fracture sociale et donc de créer du lien social, comme le dit bien Kohn. Voilà, et du coup, d'introduire une production symbolique des savoirs en créant du lien entre le contenu et l'usager, un lien beaucoup plus rapproché dans lequel le professionnel, lui, vient être une sorte d'interface entre le contenu et le public. Et donc, il rentre dans un processus d'accompagnement. Donc, il a vraiment ce rôle de conception de l'interface, d'accompagner l'usager. Et du coup, vraiment, l'intérêt, c'était de savoir comment ces professionnels introduisent les usagers quand ils conçoivent en fait une interface accessible. Donc, quel processus ils le font intégrer. Donc, mes observations, elles se sont inscrites au sein de la Bibliothèque nationale de France, pour ce projet-là.
J'ai participé de mars à juin 2021 à un groupe de travail qui mettait l'accessibilité, enfin, qui s'intéressait à la mise en accessibilité de leur outil Gallica, qui est une bibliothèque, qui est la bibliothèque numérique de la BNF. Et donc, je me suis intéressée notamment à la BNF parce qu'elle, d'abord, c'est un statut national, donc elle a un enjeu de communication de son patrimoine auprès des publics, mais aussi un enrichissement qui vient s'intégrer dans cet enjeu euh, de faire venir les publics. Et elle est dans une démarche de reproductibilité de son interface puisqu'elle participe depuis quelques années à un processus qui s'appelle une marque blanche. Donc elle développe son interface. Elle développe son interface au sein, dans plusieurs autres bibliothèques. Et puis surtout, elle a un catalogue énorme puisque c'est plus de 8 millions de documents. Et puis, elle a créé depuis quelques années un service au public. Donc, elle s'intéresse vraiment au public et notamment au public empêché. Donc, j'ai fait une analyse sémiologique. Je vais passer assez vite. Mais l'intérêt, c'était de voir comment s'inscrivaient les publics empêchés dans l'interface. Et donc, on voit bien que dans l'interface de Gallica en 2021, il y a vraiment un récit de l'accessibilité qui s'ancre. Et notamment, il y a une vraie ambivalence entre le souhait de créer une interface avec un usage commun et une préservation du patrimoine. Et donc, il y a une ambivalence dans ces bibliothèques numériques qui laisse peu de place en fait aux personnes en situation d'empêchement et qui en crée des nouveaux. Et on le voit bien dans les logiques d'usage, puisque par exemple sur l'écran qu'on voit ici, c'est l'écran de recherche avancée et l'aspect des critères fait référence aux critères de recherche dans les bibliothèques. Et donc, ça signifie que les usagers qui interagissent dans cette interface ont besoin d'avoir une logique d'usage connue et une logique d'usage des bibliothécaires. Donc, donc, dans ces analyses, j'ai vu qu'il y avait vraiment une projection des professionnels face aux usages. Et donc, en fait, on perçoit bien que les professionnels en fait, projettent un souhait d'usage et que c'est plutôt un souvenir distancié du professionnel qui rentre en jeu dans la création de cette interface et dans la représentation des parcours usagers. Et c'est ce que disait Sartre en 1986. Donc, il y a vraiment, on voit bien qu'il y a une projection idéale d'un usager connaisseur du langage de la bibliothèque économique et notamment de la classification des web, et donc qui engage. Pardon, excuse-moi. Qui engage en fait une volonté de montrer que en fait, l'usager qui représente a une capacité cognitive complète. Et donc, ça laisse peu de place à ces personnes-là. Et ça va totalement en contradiction avec l'étude qui a été faite en 2016 sur les publics de Gallica, qui a été faite par la BNF, qui montre bien qu'en fait, les usagers chercheurs, donc ceux qui maîtrisent les compétences de recherche en bibliothèque, c'est seulement 29%, et qu'en fait, les usagers principaux, c'est des retraités ou des inactifs, donc qui n'ont pas ce langage, ou très peu ce langage des bibliothèques. Alors, je peux pas avancer mon... Donc, en fait, pour avancer dans ma communication, j'ai bien vu que en fait, ces approches-là de l'empêchement, elles créaient des marqueurs d'axiologie du modèle économique dans lequel s'inscrit l'interface de la bibliothèque. Et
Mais en fait, c'est une volonté politique de montrer une évolution et une amélioration du monde afin de minimiser les dysphories liées au handicap. Mais ce n'est pas forcément la volonté des professionnels. Et donc, pour conclure, je finirai plutôt par poser des hypothèses supplémentaires sur mes approches. C'est vraiment lié à la façon dont on évalue aujourd'hui l'accessibilité, puisque c'est une norme enfin, une norme obligatoire très technique. Et donc, elle semble encore laisser peu de place aux usagers dans le discours des professionnels. Donc, c'est un peu sur cet aspect-là que je vais continuer ma recherche, en tout cas de voir cette approche-là, puisqu'il y a un manque de tests et d'observations situées auprès des publics. En fait, la conception, elle est complètement... Enfin, les professionnels imaginent un usager... un usager et ne viennent pas questionner les réels besoins des usagers, ils ne viennent pas à leur rencontre. Donc, est-ce que ces choix pris, enfin, les choix de création, enfin, les choix de technique et de création des professionnels, est-ce qu'ils reflètent véritablement leur volonté à eux ou est-ce qu'ils sont le reflet des enjeux politiques derrière l'accessibilité? Et du coup, c'est pour ça que dans un axe prochain, j'aimerais plutôt m'intéresser à la formation des professionnels, voir comment ils se forment, ils comprennent bien les intérêts liés à l'accessibilité et comment ils la définissent plus généralement dans l'intérêt de la conception d'une entreprise. Elizabeth is a PhD student that made a presentation about data accessibility in the public library, the National Public Library that's called Gallica. So it's the biggest one, and she made a really interesting presentation that I think it's a part of your PhD. Oui, so it's the subject of her PhD. Je ne sais pas pour les personnes qui comprennent les français si ils ont des questions pour Elisabeth. Yeah. I'm gonna. Tu peux traduire. I'm gonna translate if she doesn't understand. When you say professionals working in the library, this will include many different professionals. Like, who are they? Qui sont les professionnels? Parce que tu parles des professionnels dans la bibliothèque, mais tu parles des... Parce qu'il y a plusieurs types de professionnels. Oui, alors c'est des professionnels en charge de la conception. Professionals that are in the conception of the website. Yeah. Okay. Mais en fait, les bibliothécaires, ils ne sont pas vraiment spécialisés. Enfin, en tout cas, en France, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont une formation très simple, entre guillemets, et ils prennent beaucoup de casquettes. Donc, en fait, ce ne sont pas que des enjeux, enfin, ils ne sont pas que en lien toujours avec la conception. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est que c'est un monde qui évolue très vite. Et donc, ils ont vraiment des difficultés à prendre en charge les nouvelles technologies, entre guillemets, entre les enjeux liés au contenu et en fait les nouveaux usages liés au numérique. Ça, Other questions? D'autres questions? Moi, j'avais plusieurs questions, mais bon, enfin, je ne sais pas, peut-être détailler un peu plus ta méthodologie, parce que si j'ai bien compris, tu as des normes d'accessibilité, ce sont des normes qui sont pour tout le monde, et en fait, toi-même, tu te mets dans la peau d'un usager. Est-ce que c'est ça? Non, alors pas du tout. En fait, moi, je m'intéresse vraiment à l'approche des professionnels. Alors là, c'est un tout petit pan Et donc, du coup, c'est à eux que tu questionnes comment est-ce qu'ils voient, en fait, Gallica. Voilà, en fait, ça passe complètement uniquement par les professionnels. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas réellement au public. Je ne vais pas faire d'études des publics parce que c'est impossible. C'est absolument, enfin, ça serait très difficile et représentatif. C'est vrai que j'ai moins développé
l'aspect de la méthodologie dans laquelle s'inscrit en tout cas cette communication. Mais l'idée, c'était vraiment de partir des professionnels pour bien comprendre, l'idée générale, c'est de partir des professionnels pour bien comprendre comment ils conçoivent l'accessibilité. Et comment ils vont percevoir les publics. En fait, c'est vraiment surtout ça, partir d'eux et pas des publics. Parce que pour mettre en place une interface, ça passe bien par des professionnels qui vont interpréter les besoins des usagers, concevoir des outils, etc. Et donc ça, c'est vraiment... Oui, c'est juste que tu disais toi-même qu'en fait, le public n'est pas vraiment pris en compte et qu'en fait, il n'y a pas des études et des échanges avec les usagers possibles. C'est ça. Et l'intérêt, c'est aussi de montrer que justement, il y a certains manques, entre guillemets, sur ces questions-là, sur l'approche des publics, qui est très difficile à mettre en pratique, parce que faire des études des publics... Du coup, tu es dans la phase d'exploration de tes observations, de tes entretiens Voilà, alors je fais des observations de réunion et je vais commencer une phase d'entretien. Okay. Voilà. I was just asking about the methodology that she used. Where is she situated if she is making observation? Has she conducted interviews already with the professional that will take into consideration a lot of things about the digital accessibility, and they put it on the website when the people who use it do research? Oui. Are there any mechanisms or initiatives in this context in your what you see in the research that professionals in the library will actually consult people with issues of accessibility? Because it's one thing that what I think that somebody may have when they have an issue of accessibility. It's a completely different story when you actually ask them, right? So are there mechanisms to do that? And very interesting, I mean, as an approach, a very the design thinking approach, when we're designing something, to actually go and consult with the user of the service to understand what they need. So is this happening, or is it just our own interpretations of what these people need? Est-ce que c'est les interprétations que les professionnels font, ou est-ce qu'ils vont vraiment interroger? Non, justement, en fait, c'est ça. Enfin, c'est justement ça l'intérêt de l'étude, c'est de montrer que c'est, pour l'instant, en fait, ils n'interrogent jamais. Ils souhaiteraient le faire parce que c'est une vraie problématique pour eux. Ils ont bien conscience, mais en fait, ils n'ont pas accès à ces publics. Enfin, c'est très difficile. En tout cas, enfin, c'est le premier résultat que moi j'ai de mes observations, c'est que c'est très compliqué. Et du coup, ils rentrent dans ce processus d'imagination, entre guillemets, partir de leurs observations de terrain, parce qu'ils font du service public, ils ont d'autres possibilités d'aller à la rencontre des publics, mais pas forcément dans cette situation de construction d'interface, qui est très différente, puisque l'expérience usagée, on sait que c'est des observations très situées, dans des contextes très précis. Là, en fait, ils parlent d'observation globale de leur métier, enfin de leur approche du public, sans vraiment interroger, cet aspect-là de la méthodologie, entre guillemets. Donc, pour l'instant, c'est très flou. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est de montrer que ça crée en fait des biais de compréhension, des biais liés à la création en fait de l'interface, et que c'est là où justement ça crée encore plus d'empêchements. Voilà. Merci Elisabeth. Merci.